Bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Cléo CE1 et CE2. Pour cela, je reçois l'auteur de la collection Cléo, Antoine Feuté. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour. Antoine, tu as été enseignant, maître formateur, directeur d'école. En plus, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir également Joëlle Gardès. Bonjour Joëlle. Bonjour. Tu es éditrice et tu es aussi co-autrice des Cléo version 10, version école inclusive. Tu termines très prochainement tes études en orthophonie. Alors Antoine, pour justement profiter de ce temps, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et nous présenter dans le détail la démarche de Cléo. Très bien. Ben, rebonjour, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Alors, Cléo, c'est une collection qui existe maintenant depuis… Voilà, je change de… Voilà, c'est bon comme ça. Non, il voilà, faudrait que tu… J'ai pas lancé la présentation. On me voit. Si on te voit, et puis on voit la connexion à GoToWebinar, donc il faudrait que tu affiches ton PowerPoint, si tu en as un. Alors, ok, oui, ben, ça va démarrer. Mais je peux quand même commencer ma présentation sans le PowerPoint ou pas? Ah oui, bien sûr. D'accord, ok. C'est parti. Donc, la collection Cléo, j'allais dire historiquement, parce que maintenant elle existe depuis bientôt 15 ans, elle a démarré sur le CE1. Hop, j'ai du mal à… Voilà. Le CE1, c'était à l'époque ma classe dans un REP de Lorraine. Et je vais vous faire une sorte de petit historique de comment les principes de cette collection ont pris forme. J'étais donc avec des élèves de REP de CE1, la plupart faibles lecteurs, voire très faibles lecteurs. Et vraiment, le challenge, c'était vraiment de les faire rentrer dans une logique d'étude de la langue, d'observation de la langue, grammaire, orthographe, conjugaison. Et pour beaucoup de mes élèves, c'était vraiment quelque chose qu'ils ne percevaient pas. Ils n'arrivaient pas du tout à rentrer dans cette logique. Et donc, c'est à cette époque-là, enfin, ça fait plus de 15 ans, là, je dirais, ça fait plutôt 20 ans, le temps passe vite, j'ai commencé à travailler sur des formats d'activités. Et ce qui me posait le plus de problèmes, c'était de trouver un manuel ou des outils de classe qui permettaient de rentrer dans la logique de la grammaire. Et ce que j'ai vu qui ne marchait pas du tout, c'était une démarche, disons, traditionnelle, qui partait toujours d'une activité de découverte plus ou moins parachutée, qui ne correspondait pas forcément aux attentes et à la manière de voir les choses de mes élèves. Donc, ils se demandaient un petit peu de quoi je leur parlais. Et très rapidement, de la présentation d'un savoir formalisé. Et ce savoir formalisé, il prend souvent la forme d'un encadré, d'une petite leçon à apprendre, mais d'emblée, dès qu'on a passé l'activité de découverte. Et juste après ça, eh bien, il s'agit d'appliquer ce savoir, et ce sont les fameux exercices d'application. Et dans tous les manuels que j'ai utilisés à l'époque, eh bien, il fallait que les élèves transforment ce savoir fraîchement acquis, en cours d'acquisition en tout cas, en compétences. Et donc, il fallait que leurs petites cellules grises se mettent en route et qu'ils comprennent comment transformer ce savoir extrait d'un contexte en savoir-faire. Et puis, très rapidement, la séquence se terminait et on passait à un autre chapitre. Et cette manière de faire me posait vraiment énormément de problèmes parce que j'avais l'impression que les élèves n'avaient jamais le temps vraiment ni d'assimiler, ni même de comprendre les formats d'activité, les enjeux des activités et les savoir-faire à mettre en œuvre. Et finalement, ce qui se passait
bien souvent, en tout cas pour beaucoup de mes élèves, c'était que les savoir-faire qui sortaient de ce processus, j'allais dire, traditionnel, on expose les élèves à un savoir, on les fait s'entraîner et ils sont censés avoir acquis un savoir-faire, eh bien, finalement, ce savoir-faire, il était flou, il était fuyant, il était mal défini et donc, finalement, il n'était pas opératoire. Les élèves ne savaient pas réellement mettre en œuvre le savoir que je leur avais présenté. Et ça se reproduisait séquence après séquence, chapitre après chapitre, notion après notion. Donc, j'ai essayé de renverser l'ordre des choses, j'allais dire traditionnelles, et de démarrer par une sorte de pari paradoxal, c'était de dire, mes élèves, je cherche à leur faire acquérir un savoir-faire. Et ce savoir-faire, par définition, au départ, eh bien, ils ne le possèdent pas puisque ils n'ont encore pas appris, ils n'ont encore pas acquis, tout simplement. Et donc, je les mettais face à une situation problème et où eux-mêmes se heurtaient à des problèmes pour la résoudre, cette situation. Et donc, le savoir-faire qu'ils étaient censés mettre en œuvre, en fait, ils ne l'avaient pas. Et toute la, toute la thématique de l'entraînement tient là. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves de faire quelque chose. Les élèves s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les compétences ou ne connaissent pas les procédures ou les stratégies pour faire la tâche qui est demandée. Et donc, petit à petit, et là, c'est bien l'idée d'entraînement à la manière d'un sportif qui est prégnante, et bien petit à petit, en leur donnant de multiples occasions de s'entraîner et donc de réitérer des procédures et peu à peu d'affiner leurs procédures pour qu'elles s'avèrent efficaces, de plus en plus efficaces, et donc un affinement progressif de la compétence et peu à peu, les élèves finissent par acquérir un savoir-faire qui est précis, qui est net, qui n'est plus flou, qui n'est plus fuyant, il n'y a plus de zone d'ombre, ils savent ce qu'il faut faire pour faire la tâche. Et c'est à ce moment-là seulement que on fait ce qu'on appelle l'institutionnalisation du savoir, c'est-à-dire que ce savoir-faire, eh bien, on va pouvoir en dégager un savoir qui est extrait de tout contexte. Alors, pour éclairer ce principe de base, eh bien, je vais vous présenter quelques activités telles qu'elles étaient présentées à mes élèves à l'époque. Donc, je vous dis, il y a maintenant pratiquement 20 ans. Et ces activités, peu à peu, ont été adaptées et retranscrites dans les fichiers et les manuels Cléo. Alors, celle-ci est une activité que j'aime bien parce que pour mes élèves, qu'est-ce que ça signifiait accorder un adjectif? Ben, ça ne signifiait rien du tout. Ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être un accord, ni en genre, ni en nombre, ni même de savoir avec quoi, avec quel mot accorder l'adjectif. Donc, mes élèves, face à ce type de situation, c'est la première fois qu'ils y sont confrontés et ils n'ont pas la clé. Ils n'ont pas la clé de la situation. Et donc, premier cas de figure, c'est un élève qui voit un dessin, il a compris dans la consigne qu'il y a quelque chose à colorier. Donc, évidemment, cet aspect l'intéresse beaucoup. Et il se met à colorier à son envie la petite chouette, là. Et puis ensuite, eh bien, parce que son enseignant insiste un petit peu, il complète aussi les phrases, son bec est jaune, ses pattes sont jaunes, ses ailes sont bleues, etc. Non pas en tenant compte de paramètres orthographiques ou grammaticaux, mais en tenant compte finalement des couleurs qu'il avait déjà choisies. Donc là, on voit que c'est un élève qui n'est pas du tout prêt à rentrer dans une logique grammaticale. Ah. Est-ce qu'on voit mon écran là actuellement? Antoine, non, voilà. Donc, je te redonne la main parce qu'a priori, pardon, voilà. C'est bon là? Et oui, c'est bon. Vous n'avez pas vu non plus le début. Excuse-moi, c'est une erreur de manipulation de ma part. Je vais revenir juste sur mon petit schéma. Donc, voilà, pardon. Les deux cas de figure, on passe d'un savoir livresque et qui est donné sous une forme de leçon traditionnelle et on espère que le savoir-faire est acquis, mais en fait, avec beaucoup d'élèves, ça ne marche pas comme ça. Dans le deuxième cas de figure, on part sur des situations problèmes et donc ce savoir-faire qui au départ n'est pas du tout là,
ou très peu là, eh bien, il va s'affiner peu à peu pour arriver à une définition, disons, une exactitude dans l'emploi des procédures et des compétences, et c'est ce qui permet d'institutionnaliser le savoir. Donc, je reprends mon exposé. Donc, voici cet élève qui, comme je le disais, n'a pas tenu compte du tout de contraintes orthographiques. Et donc, lui, on se rend bien compte qu'il est très loin de la compétence, du savoir-faire attendu. Et puis, il y a d'autres cas de figure. Il y a des élèves qui, eux, démarrent bien par la partie, par l'écrit, si on veut, et qui ensuite vont colorier. Donc, eux sont un tout petit peu plus proches de la compétence, mais ils en sont encore très éloignés. C'est-à-dire que là, ils choisissent dans les étiquettes les adjectifs de couleur, mais là non plus, ne tiennent pas compte, ou alors c'est un peu par hasard, des contraintes orthographiques. Et puis, bien sûr, dans une classe, il y a plein de typologies d'élèves possibles. Et ici, voici un élève qui, lui, a déjà une conscience des enjeux orthographiques en début de CE1, de ce que c'est que la valeur de la lettre S à la fin d'un adjectif, même s'il ne sait pas encore que ça s'appelle un adjectif. Et il a remarqué, lui, il a fait attention à des éléments, c'est-à-dire les lettres finales. Il y a un S où il n'y a pas de S, et parfois il y a un E où il n'y a pas de E. Et donc, du coup, cet élève-là, il a très bien réussi la tâche, mais en revanche, rien n'indique qu'il a réellement acquis un savoir à propos de l'accord de l'adjectif avec le nom. C'est pour cela que, au cours des semaines qui suivent, alors oui, avant d'aller aux semaines qui suivent, clôturons cette séance numéro 1. Ici, au moment de la mise en commun, où on va s'attacher en collectif à trouver les bonnes réponses. Eh bien, les élèves qui n'avaient pas du tout pris en compte le S ou les E du féminin, ils vont s'apercevoir que leurs petits camarades, eux, ont une stratégie différente. Ils n'ont pas commencé, par exemple, par colorier, mais ils ont commencé par compléter les phrases. Ils s'aperçoivent aussi que parfois, il y a un S. Et bien sûr, en début de CE1, l'explication, c'est il y a un S à noir, par exemple, parce que des lunettes, c'est un nom pluriel, il y en a deux, ou bien les ailes, la chouette a deux ailes, et donc il y a un S, etc. Et puis d'autres, comme son bec est vert, il y a un seul bec, donc il ne peut pas y avoir de S à vert dans ce cas de figure. Alors bien sûr, à la fin de cette première séance, il ne s'agit pas de dire maintenant vous apprenez la leçon et demain je vous interroge sur cette leçon, mais on a commencé à ouvrir un terrain d'exploration autour de cette problématique de l'accord de l'adjectif et du nom. Et dans les séances qui vont suivre, et qui peuvent être nombreuses, qui peuvent aller jusqu'à 8 ou 10 généralement dans la collection Cléo, eh bien on va donner aux élèves le même type d'activité. Vous voyez que la consigne ne va pas évoluer, de complexité similaire. Et donc, à chaque fois qu'ils rencontrent ce type d'activité au cours des semaines qui suivent, eh bien, les élèves, peu à peu, affinent leurs compétences, affinent leur savoir-faire. Ils savent sur quel point il faut porter son attention pour réussir. Et c'est au bout de ce processus que, effectivement, on va pouvoir travailler sur une mise en forme de ce savoir qu'on a expérimenté à de nombreuses reprises. Et ici, eh bien, c'est quand le nom est au féminin, l'adjectif est également au féminin et la marque générale habituelle du féminin, c'est bien le E, et même chose pour le pluriel. Alors, voici dans l'édition actuelle de Cléo la forme que prend cette activité. Là, vous voyez que c'est la numéro 6 dans la série. Mais la petite différence, c'est qu'ici, c'est aux élèves de choisir la couleur et également de choisir entre les 2, les 3 ou les 4 formes qui existent pour chacun des adjectifs. Alors, je vais revenir, vous me direz, c'est bon là, je suis revenu sur la caméra? Oui, il y a toujours l'affichage de ton ordinateur. Est-ce que tu veux que j'enlève?
Et c'est quoi l'affichage qu'est-ce que tu appelles mon ordinateur? Ça, On c'était voit sur le webinar. Voilà. On et continue à avoir le on voit pas la caméra là? Enfin, je veux dire, on ne voit pas? caméra, mais on voit aussi ton bureau. Donc, je peux l'enlever si tu veux, si tu n'as plus de présentation. Ben, si j'aurais quand même des petits éléments à montrer. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre la caméra en grand format du coup? Enfin, pour Bien moi, sûr. oui, Et tu me diras quand tu veux à nouveau la main. Et je te la absolument. donnerai. Voilà, on va faire comme ça. Excusez-nous. C'est pas simple parce que moi, de mon côté, je ne peux pas vraiment agir sur. Voilà, je suis pas le metteur en scène de cette histoire. Alors, je vais présenter rapidement les outils qui existent pour le CE1 et le CE2. Il y a donc le fichier CE1 qui est accompagné du guide du maître CE1, d'accord. Au CE2, il existe également un fichier. Donc, par définition, le fichier, c'est un ouvrage sur lequel les élèves écrivent directement. Et puis, il existe aussi le manuel CE2. Alors, dans une classe, habituellement, les enseignants choisissent soit le fichier, soit le manuel. Mais en réalité, il existe aussi certaines classes des enseignants qui choisissent de travailler en parallèle sur les deux. C'est tout à fait possible parce que les contenus, grosso modo, sont les mêmes. Hein, il y a les mêmes activités. Donc, pour les élèves qui auraient un peu plus de difficultés à écrire et à écrire rapidement, eh bien, on peut utiliser au CE2 le fichier, alors que pour les autres élèves de la classe, on utilise le manuel. Donc, eux, évidemment, par définition, vont recopier les activités, en tout cas, vont les faire dans leur cahier. Alors, pour chaque niveau également, il y a un aide-mémoire. Alors, je vous montre par exemple celui du CE2, donc qui est inclus soit dans le fichier, soit dans le manuel. Et cet aide-mémoire, vous le voyez, il est d'un format très pratique emmené à la maison. C'est cet aide-mémoire qui va regrouper sous cette forme eh bien, toutes les leçons à apprendre à la maison. Donc, on n'emmène pas le fichier ou le manuel à la maison. Ça permet d'alléger le sac. Et puis, donc bien sûr, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais au CE2, il y a également le guide pédagogique. Et puis, il y a un outil qui est propre au CE2, qui existe aussi d'ailleurs au CM1, au CM2, mais aujourd'hui, on s'arrête au CE2, qui est ce cahier d'activités, d'ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture qui sont en lien direct ou moins direct avec les activités de Cléo. Donc, il y a, si je ne dis pas de bêtises, environ une quarantaine d'activités d'ateliers d'écriture qui permettent donc, alors ça c'est, j'allais dire c'est optionnel, mais ça fait partie également, disons, de l'ensemble. Et puis, je laisserai tout à l'heure Joël Gardette en parler plus à fond. Il existe maintenant depuis 2 ans, 2-3 ans même, les versions 10, donc école inclusive, des fichiers CE1 et CE2. Il existe aussi pour les élèves 10 qui ont des difficultés de lecture identifiées, il existe en grand format les aides-mémoires CE1 et CE2. Donc, je n'en parle pas plus, mais ça permet, par exemple, dans une classe de CE2, de travailler sur 3 outils qui sont différents sur le plan matériel, le fichier 10, le fichier standard, si on veut, ou le manuel, selon les élèves à qui on s'adresse. Mais malgré tout, tous ces élèves travaillent en même temps sur les mêmes notions et sur les mêmes activités. Voilà, ça c'est, disons… Dans ce sens-là, Antoine, il y avait une question d'une enseignante qui disait, faut-il corriger chaque séance d'entraînement avec toute la classe? Et tous les élèves font-ils tous les entraînements? Je rebondis sur ce que tu as dit. Je peux donner une réponse définitive à cette question, mais en réalité, Annick, tu sais très bien que les enseignants, ils aiment faire les choses à leur sauce. Et donc, le principe, effectivement, c'est que tous les élèves
font le même jour, à la même heure, si on veut, une activité en particulier. Donc, c'est prévu, ça fait partie de la programmation. Il y a certaines classes où les enseignants préfèrent laisser, j'allais dire, filer devant les élèves les plus performants en leur disant bah, si tu as fini le numéro 1, tu peux faire le numéro 2, tu peux faire le numéro 3. Personnellement, moi, pendant toute ma carrière, j'ai préféré ne pas faire ça parce que si ça permet effectivement de gérer des différences de rythme le jour J, mais quand on arrive au jour J+1 ou J+2 ou J+3 et que les élèves les plus avancés ont déjà fait et réussi surtout l'activité qui est prévue pour les autres, pour le reste de la classe, eh bien, on se retrouve avec des décrochages. Donc, dans les guides pédagogiques, je donne de nombreuses pistes pour gérer les différences de rythme, parce que c'est évident qu'il y a des différences de rythme. Une des pistes, c'est effectivement au CE2, ou CE1 d'ailleurs, mais d'adapter l'outil et de choisir le bon outil pour les élèves qui auraient besoin, par exemple, d'un outil plus destiné aux élèves 10. Mais après, il y a plein d'autres stratégies, et notamment de donner aux élèves des activités qui sont beaucoup plus liées à l'écriture. Quand je parle d'écriture, je parle de production d'écrit, parce que généralement, les élèves les plus avancés, les plus brillants d'une classe, ce sont aussi ceux qui ont le moins de difficultés à produire de l'écrit. Donc, plutôt que, j'allais dire, de leur faire des exercices à rallonge au cours de la journée parce qu'ils sont avancés, et tant mieux pour eux, on essaie de leur donner des activités qui sont peut-être plus intéressantes, plus motivantes pour eux que simplement leur donner de nouveaux exercices. Voilà. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Alors, je vais dire un mot de la dictée. J'ai beaucoup de questions sur les dictées et notamment de collègues qui demandent mais comment ça se fait que dans les guides pédagogiques, on ne trouve pas une série de dictées toutes prêtes qui soient en lien avec les programmations Cléo. Alors, j'ai longuement réfléchi à cette éventualité parce que c'est vrai que je pourrais prévoir des dictées toutes prêtes. La difficulté, c'est que un des principes aussi de Cléo, c'est que, enfin de Cléo, de tout enseignant qui sent sa classe, c'est vraiment d'aller au rythme de ses élèves. Les programmations qui sont proposées dans chaque niveau de Cléo, elles sont un petit peu hors sol, elles ne tiennent pas compte de la réalité des classes. Si vous travaillez dans une école de centre-ville ou si vous travaillez dans un REP+, évidemment, les progressions ne sont pas les mêmes et la manière d'envisager les progressions ne sont pas les mêmes non plus. Mais en revanche, si je préparer, alors d'autant plus que actuellement les programmes nous demandent une dictée quotidienne, et donc si j'imaginais que je propose une dictée par jour pour chaque niveau, eh bien ma crainte c'est que du coup les élèves soient finalement soumis à des dictées pour certains qui seraient trop faciles et d'autres qui seraient trop ardus pour eux. Donc évidemment, tout l'art de la pédagogie, c'est bien d'adapter son enseignement à la réalité de sa classe. Au CE1, ce que je peux préconiser d'une manière générale, c'est d'abord de privilégier, d'ailleurs c'est vrai aussi pour le cycle 2, mais de privilégier, pour le CE2, pardon, de privilégier des mots qui témoignent d'une régularité orthographique. C'est d'ailleurs ce que demandent explicitement les programmes. Ils disent on ne s'attarde pas sur les exceptions, sur les pièges orthographiques. Il faut d'abord assurer le socle de l'orthographe, c'est bien les rapports grapho-phonologiques réguliers. Et donc, quand on parle de dictée quotidienne, et surtout au CE1, il n'est pas nécessaire d'imaginer qu'il faut faire une dictée de 10 lignes chaque jour, parce que si on fait ça, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps et ça ne sera pas forcément très efficace. En revanche,
quand on parle de dictée quotidienne, bien au CE1, au CE2 aussi également d'ailleurs, on peut partir sur des dictées de mots, d'abord très courtes, ou une phrase simple, dans laquelle on va mettre en scène un ou plusieurs éléments, une ou plusieurs notions qu'on a vues au cours des jours précédents. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'un auteur qui propose des dictées au jour le jour, mais si on imagine que le jour précédent, on a travaillé sur les finales en O, E, A, U, ben on peut très bien, en dictée de mots, au CE1, demander aux élèves, bien aujourd'hui, on va avoir une série de mots qui se terminent par le son O. Vous vous souvenez, on a vu bateau, E, A, U, ben, les mots que je vous propose, ils ont tous en commun cette régularité. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre au milieu de ces mots, je ne sais pas moi, escargot ou un autre mot qui ne serait pas de la même série. On assure d'abord les régularités orthographiques. Et ça constitue en soi une dictée. Alors cette dictée, elle peut être sur un cahier du jour, cahier d'essai, sur une ardoise, peu importe. Et ça constitue la dictée du jour. Donc, pour moi, c'est difficile de me mettre à la place de chaque enseignant dans toutes les classes et de savoir effectivement comment doser ces dictées, s'il vaut mieux 5 mots, s'il vaut mieux 10 mots, s'il vaut mieux tel ou tel type de difficulté. Donc, je crois que là, ce n'est pas, disons, un effort démesuré que de demander aux enseignants, effectivement, de concevoir. Ça ne demande pas un grand temps de préparation, hein, mais de concevoir au jour le jour les dictées qu'ils souhaitent proposer aux élèves. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions sur ce thème de la dictée. Oui, sur la dictée, effectivement. Est-ce que tu as des choses à montrer sur ton ordinateur? Parce que du coup, j'ai enlevé la main. Mais est-ce que tu veux que je te la donne à nouveau? Alors oui, parce que je vais montrer, je vais en profiter pour mentionner l'existence d'un groupe qui s'appelle sur Facebook, qui s'appelle Le Monde de Cléo. Dans le Monde de Cléo, il y a beaucoup de collègues qui, au fur et à mesure de l'année, proposent des ressources qu'ils ont créées pour leur classe. Alors, j'ai pris un exemple ici que je suis allé chercher tout à l'heure. C'est une utilisatrice de Cléo qui s'appelle Séverine au CE2. Alors, je ne sais pas si vous voyez le PDF là, oui, sur l'écran. Oui, c'est bon. Voilà. Cette collègue met à disposition de toute la communauté son rituel d'orthographe pour le Cléo CE2 pour cette année. Donc, semaine 1, elle travaille ici un certain nombre de mots invariables, donc qui sont proposés ensemble et qui peuvent constituer une dictée de mots, tout à fait. Et puis, par ailleurs, une série analogique, des mots en ouin, vous voyez, qui sont tout à fait courants, hein, qui ne posent pas de problème particulier. Et puis, ensuite, il y a 2 dictées. Donc, je ne sais pas si elle les fait les 2 dans la semaine ou si elle en choisit une des 2, mais en tout cas, voilà, 2 dictées pour les CE2. Et elle propose ça pour toute la période 1. Je pense qu'elle l'a également proposé pour les autres périodes. Voilà comment ça peut s'organiser. Donc, des ressources, il y en a qui existent. Il y a aussi des collègues qui disent moi, j'utilise tel ou tel recueil de dictées. Voilà. Je crois que il y a beaucoup de ressources qui existent déjà autour des dictées et donc, à mon avis, en proposer une qui soit redondante n'est pas forcément utile. Pour le CE2, il y a une rubrique qui s'appelle, enfin un petit rituel qui s'appelle le 5 minutes chrono. Et j'ai ressorti de mes archives un projet que j'avais démarré l'année dernière, ou il y a 2 ans, et que j'avais laissé un petit peu en plan. Mais je vais vous le présenter également rapidement, et puis ensuite je laisserai la parole à Joëlle pour qu'elle nous propose en détail ce qu'elle a à dire sur les éditions École inclusive. Alors, c'est quelque chose, là aussi, vous pourrez trouver ça sur le groupe Cléo de Facebook. Hein. Ici, j'ai repris des listes de mots
peuvent constituer, alors je les ai mis 10 par 10, vous voyez, c'est un essai que j'ai fait. Par exemple, ici, on va regarder, ici, ajoute un accent aigu s'il en faut un. Et j'avais commencé à concevoir ce principe, surtout pour les classes à multiniveau. Parce que mener ces petites séances 5 minutes chrono, c'est pas évident parce que souvent on est écartelé entre les 2 ou 3 niveaux de sa classe. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être automatisé et qui peut être mené par un élève qu'on désigne et qui va se mettre à l'ordinateur et faire avancer un PowerPoint. Alors, vous voyez là, j'ai choisi ajoute un accent aigu s'il en faut un, donc un certain nombre de noms sans leur accent aigu. Et une fois que je l'ai mis dans cet onglet qui s'appelle PowerPoint, eh bien, je peux lancer le PowerPoint lui-même. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, on me propose de mettre à jour les liaisons. Et ici, vous voyez, j'ai là à la fois la consigne et les mots qui vont défiler de manière automatique. Et il y a une petite barre qui indique le temps disponible pour écrire ce mot sur l'ardoise ou sur le cahier. Donc les élèves ici, je crois que j'ai paramétré sur 10 secondes, mais on peut bien sûr modifier la durée. Et une fois que cette première diapo a été vue, eh bien l'élève manuellement fait passer à la diapo suivante et lance le petit chronomètre et ainsi de suite. On peut aller comme ça jusqu'à 10 mots. Donc, vous voyez, c'est un tout petit outil. Alors, il n'est pas vraiment finalisé, mais en tout cas, l'idée, c'était bien de créer un outil. Donc, j'ai proposé ce matin même aux collègues qui seraient intéressés de s'emparer de cet outil et de le compléter pour les différents niveaux, CE1, CE2, CM1, CM2. Et ça peut aussi constituer un support tout prêt pour des dictées de mots ou pour travailler dans le cadre de ce qu'on appelle le rituel 5 minutes chrono sur une notion grammaticale ou orthographique. Voilà. J'ai encore une chose à préciser, parce que j'ai aussi pas mal de questions là-dessus, c'est, on me demande, est-ce qu'il existe des programmations communes au CE1 et au CE2 avec Cléo? Alors oui, vous les trouverez sur le site compagnon Cléo. Et ces programmations ont été, alors je vais vous en montrer, voilà, ça se présente un petit peu comme les programmations qui existent dans les manuels et les fichiers, mais simplement, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, ici, il y a une ligne pour les CE1, une ligne pour les CE2. Et de cette manière, les activités qui défilent tout le long de l'année, eh bien, on sait à peu près, évidemment, parce que ça va dépendre aussi de la vitesse, la rapidité d'apprentissage de la classe, et ça permet de, disons, de caler certaines activités en commun entre les CE1 et les CE2. Malgré tout, je tiens quand même à préciser que les CE1, surtout en début d'année, il y a peu de notions grammaticales ou orthographiques que les CE1 sont en mesure d'envisager en même temps que leurs copains ou copines de CE2, parce qu'évidemment, là, les petits CE1 qui sortent du CP n'ont pas le bagage qui a déjà été acquis par les CE2. Donc, à mon avis, il serait illusoire d'imaginer qu'on peut tout traiter en commun entre un CE1 et un CE2. C'est moins vrai pour le CM1, CM2, mais là, en l'occurrence, on parle du CE1 et du CE2. Voilà, j'en ai fini pour mon propos liminaire. Donc, je passe la main à Joël, et donc qui va vous présenter en détail les fichiers 10. Voilà. Donc, Joël va pas tarder à nous rejoindre. Je viens de lui donner la main, voilà. Merci, Joël. D'accord. Donc, bonjour et bonjour à toutes et tous. Je vais lancer le PowerPoint. Voilà. J'en profite pour répondre à une question que j'ai vue passer concernant qui demandait si on pouvait trouver les extraits de tout ce qu'a présenté Antoine sur le site des éditions RETS pour chaque niveau.
Et je vais me dépêcher parce que je pense qu'il y a encore des questions. Alors, cette série 10, c'est d'abord une aventure collective. On a fait beaucoup de tests avec des enseignants, des orthophonistes, des enfants, et on a eu l'aide de Moby10 à la conception. C'est aussi un défi parce que donc, nous sommes partis des fichiers manuels existants papier publiés et on a abouti à des fichiers adaptés pour les enfants 10 au plus grand nombre de troubles possible. Donc, grande difficulté pour adapter de la manière la plus inclusive possible. Alors, les principes, ils sont clairs. On adapte, mais pas n'importe comment. Adapter, d'abord, ce n'est pas donner moins. Donc, le nombre d'activités est identique entre les différentes formes, dans les différentes versions, que ce soit le manuel, le fichier ou le fichier d'entraînement. Et je réponds aussi à une question. C'est exactement donc le même nombre d'activités et les mêmes activités d'une version à l'autre. Donc, il ne s'agit pas de dénaturer dans cette série 10, a fortiori. Les activités sont aussi exigeantes d'une version à l'autre. Alors, adapter, c'est donner autant mais autrement. Donc, premier principe, c'est celui d'une activité par page. Donc, à gauche, on voit le fichier d'origine. À droite, la première activité du fichier 10. Donc, l'enfant n'a plus cette double page sous les yeux. On est allé un peu vite, donc maintenant, il a cela. Une question aussi que j'ai vu passer disant qu'il était difficile d'écrire sur le fichier 10 parce qu'il est très épais. En fait, l'idée, c'est vraiment des fiches détachables, comme cela. Alors, l'idée aussi, donc, principale, c'est favoriser clarté et lisibilité. Donc, pour cela, on a supprimé beaucoup de choses, à commencer par CIS et cursive, qui surcharge l'espace de la page. Voilà ce que ça donne à droite. On a supprimé tout ce qui est dessin distracteur, donc tout ce qui est dessin purement illustratif et mascotte. Et quand la consigne lance plusieurs tâches successives, on l'a divisé de manière séquentielle. Donc là, c'était 3 étapes. Alors, comme il est très difficile, ce que je disais au début, d'adapter un fichier papier à tous les troubles qui sont très variés, on a également adapté nos propositions d'adaptation à travers les fiches étoilées que l'on trouve sur le site compagnon. Et dans l'exemple que je montre ici, par exemple, c'est des étiquettes à découper et à coller afin d'alléger la tâche d'écriture. Autre exemple, on a également oralisé l'ensemble du fichier pour qu'on puisse écouter toutes les consignes et tous les textes à travers un manuel numérique. Alors, adapter, ce n'est pas stigmatiser non plus. Donc, le but, ça n'a pas été de proposer aux enfants 10 un fichier adapté de manière spécifique, à tel point qu'il ne pourrait pas être partagé par leur père. Donc, on est vraiment dans une optique d'école inclusive. Et ainsi, nous n'avons pas choisi une typographie spécifique, mais la police Taoma qui est simple et claire, sans sérif, qu'on voit à droite. Nous avons travaillé sur l'interlettrage, l'interlignage et les intermots. Donc, ceux-ci ont été augmentés, ce qui permet de désencombrer. Et le lien étant établi entre encombrement visuel et vitesse de lecture, cela profite à tous. Les phrases et les textes ne sont pas justifiés. Donc, les espaces interlet et intermots sont identiques, ce qui évite les blancs inconstants qui fatiguent les yeux. Les raises, c'est-à-dire les unités signifiantes de la phrase, ont été respectées et non coupées, comme on voit à droite. On a également inséré des trames colorées, alternées pour reposer l'œil. Et on a prévu des guides de lecture que l'on trouve également sur le site compagnon qu'il faut éviter afin d'éviter les sauts de ligne et de renforcer la concentration des enfants. Alors, on a travaillé, comme le disait Antoine tout à l'heure, également sur l'adaptation des aides-mémoires pour les 2 niveaux. Donc, voilà un extrait à gauche de l'aide-mémoire actuelle et de l'aide-mémoire école inclusive à droite. L'idée est la même que pour le fichier, c'est-à-dire une leçon par page dont la structure est scandée pas à pas. Un autre exemple ici.
Le guide pédagogique est maintenant unique donc pour les différentes versions, manuel, fichier 10. Et donc, on a terminé le CE1, le CE2. On est en train de travailler sur le CM1 actuellement et le CM2 sera disponible l'année prochaine. Et voilà, le nom de Cléo pour communiquer tous ensemble et également un mail cléoaccessible@gmail.com. Antoine, je te redonne la parole pour les questions. Merci beaucoup, Joël. Ouais. Alors, effectivement, est-ce que on revient sur les questions peut-être de dictée? On a parlé quand même pas mal tout à l'heure. On a toujours des questions concernant les programmes sur la semaine, sur la programmation, pardon, sur la semaine, sur la période. Quelle est la place de la famille de mots et de l'ordre grammatical dans cette programmation, justement? Alors, donc, programmer les dictées sur la semaine ou sur une période. Est-ce que tu as des conseils à donner à ce niveau-là? Comment dirais-je? Les enseignants sont à la fois très, j'allais dire, individualistes. Ils aiment faire les choses à leur façon, mais ils voudraient aussi, c'est un petit peu paradoxal, ils voudraient avoir toujours des solutions qui conviendraient à tout le monde, hein, clés en main et qui seraient bonnes pour tout le monde. En réalité, c'est bien la difficulté de mon point de vue d'auteur, c'est que je pourrais, par exemple, proposer des dictées ou une programmation de dictées qui tiendrait compte de mes propres goûts, de mes propres choix, de mes propres manières de travailler. Mais est-ce qu'elle disons, conviendrait à tout le monde? C'est loin d'être certain. C'est pour ça que je crois que cette question de la dictée, on en fait, j'ai l'impression, hein, on en fait grand cas, comme si la dictée était, j'allais dire, la pierre angulaire de tout l'apprentissage de l'orthographe. Moi, je ne le pense pas. Je pense que la dictée est un excellent exercice, d'ailleurs, qui est très varié. Il existe au moins 100 manières de faire une dictée. Dictée de mots, dictée de phrases, dictée à trous, autodictée, dictée mémorisée, etc. Et donc, comment faire pour trouver une formule qui conviendrait à tout le monde et à toutes les techniques de dictée? Je crois que c'est difficile. Dans les guides pédagogiques, je décris un certain nombre de types de dictées qui me semblent efficaces et pertinents. Maintenant, je sais que ce qui me convient à moi n'est pas automatiquement ce qui conviendra à d'autres. Donc, c'est pour ça que autant les choix pédagogiques et didactiques que je fais pour les activités d'entraînement dans tous les domaines, que ce soit en orthographe, étude de la langue, lexique et compréhension, eh bien, c'est une sorte de socle didactique, si on veut, sur lequel je m'appuie et qui me paraît, voilà, soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Autant pour les dictées, je crois que c'est très difficile de trouver une manière de faire qui conviendrait à tout le monde et qui, donc, que je pourrais proposer de manière unique. C'est ça la grosse difficulté. C'est pour ça que moi, j'engage les collègues à d'abord partager leur manière de faire des dictées, pourquoi pas, de partager des ressources. C'est vrai que par la mutualisation, eh bien, chacun peut ensuite aller voir ce qui lui convient, ce qui lui paraît pertinent ou moins pertinent. C'est bien l'objectif de ce groupe sur Facebook, Le Monde de Cléo. Voilà. Merci Antoine. On a aussi des questions forcément sur le double niveau CE1, CE2, double niveau CE2, CM1. Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner et comment utiliser Cléo dans ce cadre-là? Alors, j'ai des conseils, j'ai aussi des retours d'utilisateurs. Ce qu'on me dit souvent, c'est que avec Cléo, il est relativement simple de travailler en français parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les élèves s'engagent dans une série d'activités qui a la même consigne
le même degré de complexité. Et une fois qu'on est entré en matière, qu'on a fait la première séance de tout un chapitre, eh bien, les séances suivantes vont être des séances d'entraînement. Il n'y a pas de nouvelles notions, il n'y a pas de complexité plus grande. Et donc, les élèves peuvent effectivement s'entraîner de manière autonome ou quasiment autonome. Ce qui permet, bien sûr, de dégager du temps pour l'autre groupe ou les autres groupes qui composent la classe. L'idée, c'est que les élèves s'autonomisent relativement rapidement. Alors, c'est d'autant plus vrai que si on utilise Cléo sur CE1, CE2, CM1, etc., là, les élèves sont très performants, ils savent exactement comment ça fonctionne et donc, ils ont beaucoup moins besoin d'avoir recourir au maître ou à la maîtresse pour faire ce qui leur est demandé. Donc, les retours vont souvent dans ce sens, c'est-à-dire que le début de l'année peut être un petit peu délicat parce que, j'allais dire, c'est vrai pour toute méthode qu'on utilise, hein, il faut mettre en route les CE1, les CE2 ou les CM1, etc. Et donc, il y a un petit peu de difficulté parfois à démarrer et à prendre des habitudes de travail. Mais une fois que le travail est lancé et que les habitudes sont prises, alors, le plus souvent, les élèves, en tout cas une grande partie des élèves, sont en mesure de travailler de manière autonome et ça leur permet effectivement aussi de gagner aussi en compétences et en savoir-faire. Il n'y a pas que des savoir-faire grammaticaux ou orthographiques, il y a aussi savoir s'organiser dans son travail, savoir suivre un plan de travail, etc. Et tout ça, c'est propre. Il y a plusieurs études qui l'ont montré, que dans les cours à double ou triple niveau, eh bien, les élèves sont plus débrouillards, si on veut, que dans des cours à simple niveau. Et donc, c'est un acquis pour eux pour la suite. Nous avons aussi une question sur comment utiliser l'aide-mémoire. Alors, l'aide-mémoire, je vais en prendre un en main, celui du CE2 par exemple. L'aide-mémoire, c'est… alors, là aussi, c'est un choix. J'ai, pendant longtemps dans ma carrière, essayé de concevoir en temps réel et avec la classe en collectif au tableau, en fait, les leçons qu'on allait apprendre le soir à la maison. Qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on a appris, mettre ça en forme. Mais en fait, c'est un exercice qui est très, très délicat, c'est vraiment de la corde raide, d'autant qu'ensuite, les élèves vont recopier cette leçon qui est au tableau, il faut qu'ils la recopient dans leur cahier, donc avec des risques de mal recopier, d'oublier des mots, de faire des erreurs d'orthographe, ce qui est bien sûr embêtant pour une leçon à apprendre. Et donc, c'est pour ça que moi, au bout d'un moment, je me suis dit, écrire et concevoir une leçon à apprendre, c'est vraiment un exercice difficile. Et c'est encore plus difficile de le faire en temps réel avec les élèves. Donc, ces aides-mémoires, ils regroupent donc toutes les leçons en français à apprendre au cours d'une année. Au CM, c'est un petit peu différent parce que l'aide-mémoire est commun au CM1 et au CM2 parce que finalement, il n'y a pas tellement de différence. Donc, il y a la base de l'aide-mémoire est donc prête à apprendre en quelque sorte. Bien sûr, ça n'empêche pas de lire ensemble la leçon qui va être à apprendre le soir, par exemple. Et en plus, on a ajouté, alors je ne sais pas si ça va être visible sur l'écran, mais on a ajouté des petits cadres comme ici, par exemple, où on peut ajouter d'autres exemples qui seraient ceux qu'on a choisis, qu'on a travaillé en classe. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est bien sûr imprimée, et si on le souhaite, mais ce n'est pas une obligation, on peut très bien ajouter quelques exemples dans la plupart des leçons. Ça, c'est donc l'aspect de la présentation éditée. Ensuite, quand se servir de l'aide-mémoire? Souvent, c'est ce que j'ai un petit peu montré au tout début de ma présentation, on pense qu'il faut présenter une notion aux élèves, leur faire apprendre une leçon et ensuite faire appliquer ce qu'ils ont retenu de cette leçon. Dans Cléo, le processus est différent. On prend le temps de s'entraîner, d'explorer une notion, de faire des erreurs, de corriger les erreurs, etc., avant de donner une leçon à apprendre. Parce que souvent, la leçon à apprendre, je vais
je vais faire un petit peu le vieux de la vieille en disant ça, mais je vais vous donner un exemple dont je me souviens très bien. Moi-même, quand j'étais au CE1, donc il y a 51 ans maintenant, une des premières leçons de grammaire que j'ai eu à apprendre, c'était justement à propos de l'accord de l'adjectif. Et il a fallu que j'apprenne par cœur l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est vraiment la formulation la plus traditionnelle de cette leçon. Et je me souviens très bien que en apprenant cette leçon, il y avait ce mot rapport auquel il se rapporte. Et pour moi, quand j'avais 7 ans, un rapporteur, je savais ce que c'était. C'était celui qui, dans la cour, va dire aux maîtresses toutes les choses pas bien qu'on a faites, hein, par exemple. C'était ça un rapporteur. Et je ne comprenais pas du tout le nom auquel il se rapporte. C'est une formulation qui est extrêmement difficile. Donc, ce qu'on a essayé dans les aides-mémoires, c'est vraiment d'avoir une formulation qui soit à la portée des élèves et qui leur parle. C'est-à-dire que plus ils auront fait d'exercices d'entraînement auparavant, et plus ils auront de chances de comprendre et d'internaliser, d'assimiler le contenu des notions. Et par exemple, on ne parle pas de genre et de nombre au CE1 ni au CE2, mais on a formalisé ça d'une manière la plus simple et la plus limpide possible. Par exemple, ils apprennent si le nom est au pluriel, alors l'adjectif est aussi au pluriel. Vous voyez que ça dit la même chose qui s'accorde en nombre avec le nom, mais simplement ça le dit d'une manière vraiment à la portée de tous les élèves. En tout cas, c'est le but. Donc, on n'apprend pas la leçon dès qu'on découvre une notion, mais on l'apprend parfois 2, 3 ou 4 semaines après être entré dans cette notion. Voilà. Justement, une question en lien avec ce que tu viens de dire. Et besoin peut-être de mieux comprendre la démarche de la méthode. Donc, c'est une enseignante qui nous écrit, qui nous dit « Si j'ai bien compris, pendant plusieurs semaines en début d'année, il n'y aura pas de trace écrite, c'est bien ça, tant qu'on n'a pas fait tous les exercices sur une notion. Et dans une séance de français, on fait un exercice de grammaire, un d'orthographe et un de vocabulaire, par exemple. On mélange plusieurs domaines de la langue. Voilà. Besoin de confirmation de l'organisation de… » Oui. Effectivement, traditionnellement, quand on fait de la grammaire à l'école, ben, généralement, on y consacre plus ou moins 1 heure, et c'est une fois par semaine. Là, une des grandes différences, c'est vrai, j'ai pas abordé ce point, c'est que les séances sont courtes, beaucoup plus courtes, de l'ordre de 15 minutes, 20 minutes, mais elles sont évidemment plus fréquentes. C'est-à-dire que plutôt que de faire une séance de grammaire chaque semaine d'1 heure, eh bien, on va avoir 3 moments d'entraînement de grammaire, 3 moments de 20 minutes, par exemple, dans la semaine. Alors ça, bien sûr, c'est un exemple tiré du chapeau, mais le principe, il est là. Et effectivement, chaque jour, au menu de la classe, il y a 3, parfois 4 activités différentes qui sont de durée autour de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, hein, pour ce qui est du CE, du CE1, CE2. Et parfois, on a besoin pour entrer en matière justement dans une notion de plus de temps. Donc, on va avoir une séance de découverte qui va être un peu plus conséquente, qui va durer par exemple une trentaine de minutes et suivie de 2 fois 15 minutes d'autres domaines qui auront déjà été abordés auparavant. C'est-à-dire qu'on essaye dans la mesure du possible de ne pas proposer 2 notions nouvelles dans 2 domaines différents le même jour. Mais en revanche, les élèves s'habituent très rapidement à cette manière de travailler, hein, qui n'est pas, disons, traditionnelle. Et ce qui est très efficace aussi, c'est que les élèves n'ont pas le temps de se lasser. Quand on leur dit, ben voilà, on a fait une leçon de grammaire, maintenant vous allez faire le numéro 1, 2, 3 pages temps sur votre cahier, ben voilà, ils sont devant une tâche qui va être longue et qui est plus ou moins rébarbative, hein, il faut bien se l'avouer. Ici, dans cette manière de travailler, on va faire un quart d'heure de grammaire, effectivement, un quart d'heure de lexique, ou de l'orthographe. Et donc, chaque jour, on compose un petit programme qui couvre les différents sous-domaines de la maîtrise de la langue. Voilà, donc ça, c'est bien ça. L'autre question, je l'ai oubliée en cours de route. Oui, c'était à propos. Tu peux me la rappeler? Il y avait un autre élément, mais… C'était justement l'organisation, faire une leçon… Oui, de grammaire conjuguée. Il n'y aurait pas de leçon à apprendre avant plusieurs semaines, c'est tout à fait possible. Oui,
le temps que effectivement on rentre. Après, il y a le son et le son. Par exemple, quand on fait apprendre une série de mots invariables, imaginons qu'on fait apprendre ensemble les mots invariables qui se terminent par A accent grave, comme A, voilà, déjà. Eh bien là, il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs semaines, puisque ça, c'est un savoir, j'allais dire, par cœur. Il faut apprendre ces mots par cœur. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir beaucoup. C'est juste de la mémoire pure. Faire apprendre l'alphabet, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs semaines pour faire apprendre l'alphabet. Il y a d'autres notions. Tout ce qui concerne finalement les relations entre les mots, et c'est vrai aussi pour la conjugaison, c'est vrai pour les accords d'un groupe nominal, c'est vrai pour masculin, féminin, etc. Eh bien, ou tout ce qui concerne aussi les classes grammaticales et les fonctions grammaticales, eh bien, effectivement, je pense qu'il est plus utile et plus efficace de ne pas donner de leçons trop précocement à apprendre, parce que par exemple, si je donne une leçon sur la notion de sujet ou d'accord sujet-verbe, alors que je viens juste d'aborder cette notion qui est vraiment une notion très complexe en français, eh bien, je risque de faire apprendre des mots par cœur, mais que les élèves ne vont pas comprendre en faux. Donc, c'est pas souhaitable. Il y a une enseignante justement qui a utilisé cette année pour ses élèves dyslexiques la version Cléo. Et ce qu'elle trouve dommage, c'est que ce sont le manque d'illustration. Alors, il me semble que Joël en a parlé tout à l'heure, mais justement, c'est un choix. Alors, c'est vrai que moi qui ne suis pas un spécialiste de ces questions, hein, j'ai eu le même sentiment. Hein. C'est vrai que par rapport aux fichiers, aux manuels qui sont très colorés, très bien illustrés, qui sont très sympas à regarder, les fichiers école inclusive, ils paraissent un peu austères. Mais c'est bien une des difficultés de ces élèves-là, c'est que si ils sont soumis à des pages qui sont avec trop de distracteurs, hein, donc d'éléments qui distraient l'attention, eh bien, ça les empêche de travailler correctement. Donc, disons que c'est une condition. Alors, malgré tout, il y a quelques illustrations qui échappent à ce principe, c'est quand les illustrations elles-mêmes servent dans, servent. Là, c'était vraiment l'élève qui était un peu déçu, justement. Pour elle, il manquait un peu d'illustration. C'était pas l'enseignante, c'était plus l'élève. Non, tu vois pas. Ah bon? Je sais pas. C'est bon? Je sais pas. Là, je montrais des illustrations, justement. Toutes les mascottes n'ont pas été supprimées non plus, hein, quand il y a des bulles indispensables. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a limité au maximum. Par contre, l'enseignante trouve l'adaptation parfaite. Et effectivement, pour l'élève, c'est un peu… Il y a quand même beaucoup de pages sur lesquelles, surtout au niveau CE1, sur lesquelles on se base sur des dessins. Donc, ils n'ont pas tous disparu. Voilà. Il ne reste que les indispensables. Voilà. Si on reste sur la version 10, est-ce que le fichier 10 plus clair peut-il convenir à tous? D'autant plus que l'enseignante n'est pas partisane du CIS dans les fichiers. Oui, le CIS a disparu. Oui. Oui, c'est ce que je disais dans le cadre de l'école inclusive. Antoine, tu peux rajouter quelque chose? Oui, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec Joël. Dans l'idéal, il y aurait une seule version pour tous. Alors, c'est déjà le cas pour le guide pédagogique. Il y a une seule version pour les trois ou les deux ou les trois versions existantes. Mais la difficulté, c'est que peut-être qu'il faudrait reprendre le travail à zéro. Si je dis ça à Joël, je vais lui faire peur. Mais il faudrait reprendre les choses, oui, vraiment au tout début et peut-être imaginer un fichier qui conviendrait à tous. Mais malgré tout, je sais pas si c'est possible. On peut tendre vers cet objectif, mais concrètement, ça me paraît difficile. Il y a des écueils. Quelques questions encore. Tu as parlé tout à l'heure du petit logiciel 5 minutes chrono. Est-ce qu'il est dispo? Oui, je l'ai mis ce matin sur le groupe Le Monde de Cléo.
Donc, si vous n'êtes pas inscrit dans ce groupe, il suffit de s'y inscrire. Hein. Et puis ensuite, bah, vous le verrez dans les posts et dans les téléchargements, pas dans les téléchargements, mais dans les posts, oui. Il y a un lien vers un Drive pour récupérer l'ensemble du truc. Et donc, après, on peut l'adapter vraiment selon son niveau et on peut tout adapter en fait. Hein. C'est vraiment, je suis pas allé au bout de cette idée parce qu'à l'époque, j'ai pas eu le temps. Et depuis, ben, j'avais oublié, j'avais oublié que j'avais lancé ça. C'est un utilisateur de Cléo qui m'a demandé, alors, ce petit logiciel, il est prêt? Et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai ressorti de sous les dossiers. Voilà. D'accord. Autre question, pourquoi dans le fichier CE2, il n'y a pas les activités pour commencer? Alors, parce que les activités pour commencer, la plupart du temps, elles sont décrites dans le guide pédagogique avec des fiches à photocopier et pour lancer justement l'étude d'une notion. C'était aussi un problème de place parce que là où on peut mettre 6 activités plus une activité pour commencer sur une double page en moyenne hein, d'un manuel, et on ne peut pas le faire pour un fichier parce que bah, tout simplement un fichier sur lequel on écrit, chaque activité prend plus de place, plus de surface sur une page et donc voilà, il faut faire des choix. Mais en tout cas, les activités pour commencer, souvent elles sont faites effectivement à partir d'une fiche photocopiée. Et c'est vrai qu'on travaille avec le manuel ou avec le fichier au CE2. Donc, c'est sur un quart de page. Donc, pour sa classe, on tire 6 photocopies, on découpe ça en 4. Et puis après, il y a une activité à faire. Ça peut être des étiquettes à mettre dans l'ordre, à découper. Voilà. Mais c'est tout à fait possible disons, ça se gère très bien. Moi, je n'ai jamais utilisé la version manuel CE2, mais en revanche, j'ai utilisé la version fichier CE2 et donc je préparais au jour le jour les activités pour commencer à photocopier et ça se passe bien. Voilà. Une autre question sur l'évaluation. Comment évaluer? Est-ce que le dernier exercice peut servir d'évaluation? Oui, c'est le principe. Donc ça, là encore, c'est un principe que moi, j'ai mis en œuvre dans mes classes. Hein, mais je sais qu'il y a des collègues qui préfèrent avoir vraiment une activité d'évaluation sommative. Et là aussi, sur le groupe Cléo, il y a beaucoup de collègues qui proposent à la fin de chaque période des évaluations pour tel ou tel niveau. Donc là aussi, il y a des ressources à aller piocher sur le groupe Facebook. Mais pour ce qui me concerne, j'estime toujours d'ailleurs, que effectivement, quand on a travaillé 6 ou 8 ou 10 fois sur une notion, que ce qui est plus intéressant de regarder, c'est la progression dans les progrès de l'élève, dans la manière dont on traite la tâche. Et si un élève n'arrivait pas à faire une tâche et qu'à la fin de la série, il y arrive très bien, ben pour moi, ça valide toute cette période-là en ce qui concerne cette notion. Il y a aussi le fait que souvent les élèves stressent beaucoup parce que ça y est, on arrive à la période d'évaluation et il y a tout qui leur tombe en même temps, les maths, le français et tout le reste. Là, dans cette manière de travailler, il n'y a pas de période d'évaluation puisque les chapitres ne se terminent pas tous au même moment en fin de période. Hein. Et donc, il y a des évaluations qui sont un petit peu réparties dans l'ensemble de l'année, hein, au jour le jour. Voilà. Mais ça, là encore, c'est un choix qui me convient. Je sais qu'il ne convient pas à tout le monde et donc libre à chacun de formaliser les évaluations d'une autre manière. Une question par rapport au fichier CP-CE1. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Quelle différence fondamentale avec la version du CE1, de Cléo CE1? Alors, c'est pas tout à fait un fichier. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un cahier parce qu'il est moins épais. Le cahier CP-CE1, on écrit aussi dedans. Alors là, il est destiné à deux types d'élèves très différents. Il est destiné d'abord aux CP qui marchent très bien au CP et qui donc ont besoin ou envie d'aller plus loin effectivement dans la découverte de la maîtrise de la langue.
Et donc là, ça constitue un cahier qui est assez, je crois qu'il fait 64 pages, hein, c'est pas très long, donc qui est à la disposition des enseignants pour leur donner des activités complémentaires par rapport aux autres CP qui, eux, continuent à être vraiment dans l'apprentissage de la lecture pure. Voilà, ça c'est un premier type d'élèves qui peuvent être concernés par ce fichier ou ce cahier. Puis, par ailleurs, c'est destiné aussi aux élèves de CE1 qui ont eu un CP compliqué, qui ne sont pas tout à fait lecteurs ou qui ont des difficultés pour rentrer dans la logique de la grammaire et de l'orthographe. Et ça permet de constituer un cahier de remédiation pour essayer de remettre ces élèves-là de CE1 qui sont en difficulté dans le fil des apprentissages. Donc voilà, c'est donc soit pour les élèves de CP plutôt brillants, soit pour les élèves de CE1 qui ont des difficultés. Mais ce n'est pas, en principe, un fichier qui va servir uniquement en fin de CP ou uniquement en début de CE1. Et d'ailleurs, ma collègue de CP, les 2 dernières années, avait commencé les cahiers CP-CE1 avec ses élèves en fin de CP, enfin avec certains de ses élèves, et elle me les passe l'année suivante, et donc je pouvais continuer ces fichiers. Alors pour certains, ils étaient pratiquement finis, il n'y a plus rien à faire. Pour d'autres, c'était des activités de remédiation ou un peu de travail à la maison. Voilà, ça permet aussi de travailler quand on est en... Le terme m'échappe parce qu'il y a eu tellement de changements, mais vous savez, cette heure supplémentaire pour les élèves qui sont désignés par leurs enseignants une fois par semaine, généralement. Voilà. En API, ah, oui. API, non, c'est pas ça? Peut-être, oui, c'est ça. C'est tellement de cycles dans l'éducation nationale. C'est vrai, puis ça change presque tous les ans, donc voilà. C'est ça. Antoine, la conjugaison du mémo n'est pas du tout traditionnelle. Table de verbes, pourquoi ce choix? Alors, le mémo, je pense que c'est l'aide-mémoire. Alors, j'imagine, la conjugaison du mémo. Oui. Elle n'est pas traditionnelle. Alors, par où démarrer? Je pense que c'est pour le CE2. Ah non, c'est peut-être pour le CE1 aussi. Parce qu'au CE1, on travaille en conjugaison, ce qu'on appelle en conjugaison horizontale. C'est-à-dire qu'on va, je vais essayer de trouver la page, on va travailler, voilà, si je trouve la 21 par exemple, les verbes conjugués avec nous et vous. Je vais essayer de montrer ça rapidement. Les verbes conjugués avec nous et vous. C'est-à-dire que là, plutôt que de travailler effectivement sur le verbe chanter, je chante, tu chantes, il chante à toutes les personnes, comme c'est traditionnel, au CE1, on s'attache à voir, je l'ai dit, c'est les programmes qui vraiment insistent là-dessus, on s'attache à travailler sur les régularités. Et là, que le verbe soit du premier, du deuxième ou du troisième groupe, ça ne fait aucune différence. Avec nous, c'est ONS et avec vous, c'est EZ. D'accord? Avec tu, le point saillant, c'est qu'il y a toujours un S. Parfois c'est ES, parfois c'est S, mais il y a toujours un S. Avec il ou elle au singulier, c'est encore autre chose. Avec il ou elle au pluriel, bien sûr, troisième personne du pluriel, c'est toujours NT. Donc, on insiste au CE1 sur ces régularités qui permettent de conjuguer non seulement, j'allais dire, les verbes au programme, mais qui permettent de conjuguer pratiquement tous les verbes avec des principes de base. Je ne dis pas qu'il ne reste pas d'erreurs, bien sûr, mais en tout cas, pour les élèves, ça leur donne un socle de connaissances autour de la conjugaison qui leur permet, disons, de se débrouiller dans pas mal de cas. Et puis, malgré tout, il y a d'autres verbes, comme ici, cette page sur le verbe être, hein, qui est au programme du CE1. Et là, eh bien, on donne vraiment la conjugaison de manière tout à fait traditionnelle, parce que pour les verbes très irréguliers comme être, avoir, aller, il n'y a pas d'autre manière, là non plus, que de les apprendre par cœur, et là, tout le monde y passe. Voilà. J'espère avoir répondu à... Oui.
Pardon, excuse-moi Antoine. Une dernière question, parce que quand même le temps passe. On nous dit le cahier de l'enseignant, enfin, le guide pédagogique a l'air très épais. Est-ce que tu peux décrire le contenu, mais vraiment rapidement? Alors, oui, il est pédagogique si dense. Il est épais pour plusieurs raisons. Alors, celui-là, je vais prendre plutôt celui du CE2 parce qu'effectivement, comme Joël vous l'a dit, ici, il concerne, c'est un guide unique qu'on travaille avec le manuel, le fichier ou le fichier 10. Donc, évidemment, il y a pour chaque séance des particularités avec les 3 supports, mais il reprend, pour commencer, une très longue introduction qui fait pratiquement 60 pages et qui donne à la fois les principes didactiques sur lesquels s'appuie la collection, qui donne des éléments aussi, par exemple, comme les affichages référents, qu'afficher en classe pour que les élèves aient des choses à portée de vue. Ça parle aussi d'évaluation, même s'il n'y a pas d'activité d'évaluation en tant que telle. Donc, on traite tout l'ensemble de l'année. On traite aussi comment aborder la copie, la dictée, etc. Ça, donc, c'est une très longue introduction. Et puis ensuite, on passe vraiment dans les séquences d'apprentissage. Donc, pour chaque séquence, vous allez trouver, donc, là encore, les principes qui ont guidé les choix didactiques pour chaque notion enseignée, et puis le descriptif, le déroulé des séances, et puis évidemment tous les points auxquels faire attention, comment mener les séances de découverte, et puis voilà. Il y a aussi également des mentions d'activités complémentaires ou supplémentaires, c'est-à-dire qui permettent d'avoir quelques activités supplémentaires dans certains chapitres pour les élèves, par exemple, qui vont plus vite que les autres. Il y a aussi beaucoup de pistes d'écriture, de production d'écrits, des pistes sur l'oral, comment enseigner l'oral, la place de l'oral dans notre enseignement. Voilà, donc c'est au-delà du manuel ou du fichier, et ça va plus loin que ça, puisque ça va vraiment essayer de couvrir l'ensemble des apprentissages dans le domaine du français. Voilà. Donc c'est vrai que il est un petit peu impressionnant, hein, il est épais, mais au quotidien, évidemment, on va aller voir telle et telle séance qu'on a programmée pour la journée et on s'y retrouve assez bien. Je t'entends plus. Pardon Antoine. Il y a encore pas mal de questions, notamment une sur la place de la lecture-compréhension. Alors, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé, je crois, aujourd'hui. La lecture, souvent, elle est envisagée sous l'angle de la graphophonologie, donc savoir déchiffrer, et des outils propres à la compréhension. Alors aujourd'hui, il y en existe plus, mais à l'époque où Cléo a démarré, il y en avait très peu. Et donc, j'ai conçu donc le chapitre de la compréhension comme des micro-textes, vraiment des très courts textes, surtout au CE1, justement pour ne pas handicaper davantage les élèves qui ont beaucoup de mal à déchiffrer. Et quand je parle de texte, souvent c'est une phrase, 2 phrases, et sur lesquelles on va s'entraîner à repérer des inférences, à repérer par exemple les intentions et les sentiments éprouvés par les personnages. On va travailler sur l'ordre dans lequel se passent les choses, donc qui est différent parfois de l'ordre de lecture. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, des flashbacks, etc. Et donc, on fait prendre conscience de tout ça aux élèves. Mais ce sont des activités d'entraînement, c'est-à-dire que c'est totalement indépendant de lecture suivie ou on lit un album en classe, on lit un roman en classe, en lecture suivie. Ça, bien sûr, il faut le faire, hein, on continue à le faire. Mais ici, c'est vraiment des courtes activités d'entraînement qui sont traitées de la même manière que quand on s'entraîne en grammaire, en orthographe, en conjugaison ou en vocabulaire. Voilà.
Voilà l'idée. Merci Antoine. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Il est 15h20, à moins que moi je veux bien continuer, mais c'est vrai que petit à petit les enseignants nous quittent, ce qui est normal, puisque j'imagine qu'il y a autre chose à faire. Il y a une question en fait concernant la version 10. Peut-on proposer une version inclusive à des CM1 qui viennent seulement d'entrer dans la lecture en CE2? Alors, je ne sais pas si Joël est encore là ou pas. Je ne sais pas. Oui, je ne comprends pas très bien la question en fait. Oui, c'est vrai que pour moi, si j'ai bien compris, c'est un élève qui arrive au CM1, qui vient d'entrer dans la lecture. Est-ce qu'on peut lui donner à travailler sur le fichier inclusif CE2? C'est pas tellement l'esprit dans lequel ça a été conçu. Alors, il faut noter d'abord que le fichier inclusif CM1 va sortir, il sera prêt pour la rentrée. Donc ça, c'est un premier élément. Je te laisse compléter, Joël. Non, et c'est vraiment le niveau CM1, en fait, ce fichier inclusif. Il reprend exactement le manuel CM1 sous sa version fichier école inclusive. Donc, moi, je répondrai non à cette question. Je pense qu'il faut, descendre dans les niveaux, en fait. D'accord. Ce que je vous propose peut-être, parce que j'ai quand même quelques questions sur les sites compagnons et sur le site RED. Je vais afficher mon PowerPoint pour être peut-être un peu plus explicite pour les enseignants qui posent des questions à ce sujet. Donc là, effectivement, c'est un rappel des visuels que vous avez déjà vus, hein, donc pas de surprise, pardon. Le fichier d'entraînement avec l'aide-mémoire qui est inclus, la version 10 CE1 avec un aide-mémoire grand format spécifiquement pour les 10 également. Vous avez pour le CE2 deux possibilités, soit le fichier d'entraînement avec toujours l'aide-mémoire ou le manuel avec l'aide-mémoire certes, mais aussi un cahier d'activité. Et puis la version 10, comme vous en a parlé tout à l'heure Joël, donc le fichier et puis l'aide-mémoire grand format va avec le fichier 10. Alors, pour vous répondre à vos questions, en fait, le site RED, ce n'est pas le site compagnon. Le site RED, c'est là où vous trouvez l'ensemble de nos produits. Donc, concernant les fichiers Cléo, vous pouvez aller sur le site. Vous pouvez feuilleter complètement le fichier. On fait également une proposition de forfait de mise à disposition de 5 € pour l'enseignant afin qu'il puisse consulter un spécimen. Et puis, vous avez aussi la présentation de l'ensemble du dispositif, tout ce qui accompagne le fichier. Et puis, pour être un peu plus clair, justement, le site compagnon, vous le trouvez sur le site RED, effectivement, si vous cliquez sur site compagnon, mais vous le trouvez aussi en tapant sur des moteurs de recherche. Et donc, le site compagnon, il est fait pour l'ensemble de la collection. Donc, vous choisissez selon ce que vous voulez, si c'est le CE1, le CE2, le CM1, CM2, la grande section. Vous choisissez votre niveau et puis vous tombez sur une page qui vous permet d'avoir des accès plus ou moins libres. Il faut avoir un compte enseignant pour y accéder et déclarer, il me semble, que vous êtes adoptant. Et vous pouvez accéder à plein de ressources complémentaires sur le site compagnon, notamment la programmation double niveau, dont parlait tout à l'heure Antoine Sauté. Et puis, vous avez le groupe Facebook, et ça, je crois qu'Antoine en a quand même pas mal parlé. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour les enseignants concernant ces questions de site compagnon et de site RED. Et bon, pour les questions qui n'auraient pas trouvé de réponse aujourd'hui, ça peut aussi passer par le groupe Facebook parce que Joël, comme moi-même, on y jette un œil assez régulièrement. Donc, si vous avez des questions à poser, il ne faut pas hésiter, on essaiera de répondre sur le groupe Facebook. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Merci Antoine et merci Joël pour vos interventions. Je vais souhaiter à tout le monde un bon après-midi
et puis peut-être rendez-vous lors d'un prochain webinaire.